ce premier dialogue de la journée, nous aurons le plaisir donc d'avoir un dialogue entre Chantal Grolésia, une référence en la matière de musique, sur la question de la musique avec le tout petit, et notamment sur les questions de partage interculturel, de transmission, de valorisation aussi de toutes ces cultures dont on est emprunt aussi et qu'on reçoit au sein de nos familles. Et donc, Chantal Grolésia, elle travaille notamment avec l'association Musique en Herbe, elle en est la fondatrice, et elle procède à toute une série, notamment de collectages auprès des familles, des enfants, d'autres professionnels, aussi bien en crèche, en bibliothèque, en école. Et c'est très très intéressant parce que après c'est aussi une manière de valoriser toute cette tradition orale, enfantine et pas que. Et donc merci Chantal d'avoir fait le déplacement aussi depuis Nantes. Et ce dialogue se fera, elle ne sera pas donc toute seule sur scène, puisqu'il y aura aussi, elle sera en dialogue avec Laura S. Maza, donc, qui est directrice du multi-accueil de Bolvillers. Bolvillers, c'est une ville qui se situe entre Colmar et Mulhouse en Alsace. Et donc Laura, tu es infirmière de formation, tu as 12 ans d'expérience dans la gestion de crèche, tu as travaillé notamment à Strasbourg, et tu t'intéresses beaucoup aussi à ces questions de parentalité, de partage avec les familles. Donc c'est peut-être là où vous vous rejoignez avec Chantal, sur ces notions de coéducation, et comment vous, dans vos rôles particuliers, toi Chantal en tant qu'intervenante, et toi, Laura, en tant que directrice d'un multi-accueil, comment vous vous retrouvez finalement sur cette question de l'articulation, de l'adresse aux familles? Comment on peut monter aussi des projets d'éveil à la musique en incluant les parents des enfants qui composent tout ce collectif? Donc c'est de ça dont elles vont nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour vous, c'est aussi une première, parce qu'elle ne se connaissait pas avant d'être sur scène. Et Laura, c'est aussi une première sur scène. Donc merci de l'encourager. Et je n'en dis pas plus, je vous laisse dialoguer tranquillement ensemble. Alors, on va peut-être pas dialoguer tout de suite, désolée, on va déjà, je vais prendre la parole au début. Voilà. En fait, avec Laura, on va essayer. Est-ce que ça va le son? Bon. Voilà, c'est la première interrogation évidemment quand on est musicien, c'est est-ce que le son est bon? Donc, avec Laura, on va essayer de vous donner quelques repères sur justement cette notion de partage, de transmission à travers la musique, et quand on est au contact de tout petits, voire d'enfants un peu plus grands, parce que moi j'ai l'habitude de me dire que la petite enfance c'est au moins de la naissance à 6 ans, puisqu'il y a quand même toute une progression intéressante à imaginer justement dès le début. Alors je vais d'abord vous proposer un petit voyage musical. Oui, en fin de compte, j'ai pas besoin du pied. Un petit voyage musical, personnel en fait, puisque c'est le mien, c'est mon histoire, c'est mon temps musical à moi. Et puis peut-être ça va ouvrir un peu à ces questions justement de transmission ou de cette notion de continuité. Je suis née en 1955, au commencement de l'été, dans la chambre de mes parents. Pas de bruit de machine, pas d'alarme, pas de bruit de nouveau-né, des voix m'accueillent, s'exclament. Tout ce que j'entendais déjà s'illumine soudain. Les sons que je pense avoir aimés, les pas, la voix, les pas, la voix, les rires, beaucoup les rires. La radio, les voix si différentes d'hommes et de femmes, les ritournelles qui annoncent les émissions que je reconnais à coup sûr, les disques, la voix de Gérard Philippe dans Pierre et le Loup, Le Petit Prince, encore lui. Quelques chansons folkloriques sur un 45 tours. La pochette est bleue et une petite fille danse dans sa robe à volant. Le boléro de Ravel me transporte, car je danse dessus dans une fête d'école. Maman m'a cousu une robe pour l'occasion. À la maison, c'est un serin jaune qui chante au moindre rayon de soleil.
L'instrument, c'est celui de la maison, un imposant piano que j'ai sûrement touché, mais qui ne me dit rien car personne n'en joue. 1962, quelques cours de piano, mais surtout le tambour, que j'adore porter, sa large bandoulière en cuir autour du cou. J'aime surtout le grain et la finesse de sa peau. J'apprends à faire rebondir les baguettes et chaque samedi, je joue avec d'autres. Ils ont 30 ans de plus que moi. Lorsque toute la fanfare répète, c'est un feu d'artifice, un élan collectif grisant. Quelle chance de jouer avec d'autres, surtout devant les autres aussi. 2 chansons me marquent à jamais. Il y a de la joie de Charles Trenet et Syracuse d'Henri Salvador. L'une très drôle et difficile à prononcer dans le rythme, l'autre poétique, à la mélodie souple et émouvante. Le solfège et les notes, j'aime assez. Oui, j'insiste un peu. C'est sympa de lire des notes en les chantant, d'ajuster sa voix. Même les dictées m'intéressent. Un peu moins quand même, mais c'est un peu jouer aux devinettes. J'ai la chance de jouer Gershwin au piano, une rhapsodie blues tellement vivante. Aussi un morceau à 4 mains avec ma sœur que le professeur nous a écrit. 17 ans. Stravinsky et son Sacre du printemps me tiennent toute l'année en haleine, en même temps que les Pink Floyd. Un copain de conservatoire me fait découvrir Webern. Grâce au CMEA, j'apprends à construire des instruments, xylophone, flûte harmonique, sitar. Quelle découverte! Jouer, écouter, expérimenter, échanger, partager, improviser, inventer. La musique est une aventure en éternel recommencement. La diversité des expériences sonores et musicales introduit à la diversité du monde de la musique. L'écoute nourrit l'expérience. L'apprentissage renforce et motive le désir de découverte. Avec un petit, on peut chanter, partager une musique qu'on aime, en découvrir une nouvelle avec lui, danser, explorer les sons des objets qui nous entourent, construire un instrument simple en présence de l'enfant ou avec lui, rassembler quelques instruments pour les découvrir ensemble, aller au concert, écouter les bruits de la nature, les identifier, les reconnaître, jouer avec sa voix et toutes les possibilités qu'elle offre en répondant aux trouvailles de l'enfant. Alors, l'éveil musical. Alors, si je et je, les jeux, se prononcent de la même façon en français, vous savez qu'en anglais, on dit play et game en anglais, ce qui différencie nettement les sens des 2 termes. Jouer de la musique semble une expression pleine d'évidence. Et pourtant, la pédagogie musicale en France a trop souvent et depuis longtemps imposé la maîtrise technique bien avant de jouer. L'éveil musical, depuis les années 80, introduit une démarche qui privilégie à la fois la diversité de l'approche musicale, des sons à la musique, de l'écoute à l'expérimentation, et la découverte de toutes les musiques. Jouer constitue la finalité de l'acte musical et l'entrée incontournable dans le rapport de tout enfant à la musique. Piaget nous rappelle que tout apprentissage nécessite que l'enfant soit acteur de ses propres découvertes. C'est pourquoi le travail de tout musicien intervenant auprès de jeunes enfants consiste à s'adapter à leur jeu, à leur expression. Les parents aussi savent se mettre à 4 pattes et laissent aller leur imagination pour jouer avec leur enfant et inventer sur le vif. Une situation où chacun occupe une place, chacun un rôle. Cette propension au jeu remonte au premier temps d'ailleurs. Comme pour le jeu en général, jouer avec les sons implique la mise en place d'une structure, d'un cadre, même éphémère. C'est parfois jouer à tour de rôle, ce qui entraîne un dialogue en imitation ou au contraire en opposition. Une série ou une suite de sons comme un jeu de relais. Un soliste auquel répond un chœur. Un autre jeu consiste à jouer ensemble mais sans faire la même chose, ce qui ouvre à la polyphonie. On peut créer un son en s'inspirant d'une image ou d'un geste, explorer différents sons d'un même objet, différents instruments d'une même famille, des instruments variés. On peut partir d'une chanson pour créer un accompagnement instrumental
partir d'un rythme pour introduire une chanson. On peut écouter les oiseaux, imiter leur chant par le sifflet, la voix ou des appos, puis improviser. On peut partir de l'écoute d'un extrait musical enregistré pour danser, chanter, accompagné de percussions. On peut chanter, puis écouter l'enregistrement de cette chanson interprétée dans un style particulier, classique, jazz, traditionnel, contemporain. On peut jouer avec les sons dans l'espace, explorer les ressources sonores, des murs, des meubles, des radiateurs, des sols, ou d'instruments variés, installer des mobiles, etc. S'il n'y avait pas de mise en forme, aussi élémentaire soit-elle, du jeu, celui-ci se tarirait très vite. Pour qu'il y ait continuité dans le jeu, il est besoin de créer des rapports, des agencements. J'aime ce terme de Gilles Deleuze. Cela permet à l'enfant de repérer, identifier, comparer, retrouver des qualités sonores autrement que sous forme d'exercice. Et ça permet l'échange, l'émulation entre les enfants aussi. Cette démarche permet à chacun d'acquérir des techniques en s'appuyant sur ses propres ressorts créatifs. Les jeux inventés au fur et à mesure d'une improvisation collective ont ceci d'intéressant qu'ils ne sont comparables à aucun autre. Ils mêlent l'invention de chacun dans une création collective et ne sont d'ailleurs pas reproductibles, ni pour le même groupe, ni avec un autre. C'est l'invention propre à un espace-temps donné, ce qui n'empêche pas la mémoire précise de cette expérience. Les enfants ne tarderont pas à reprendre certains jeux dans d'autres circonstances, à la maison, dans leur chambre, dans la rue. Il y aura alors un phénomène de déterritorialisation, n'est-ce pas, cher à Gilles Deleuze, qui permettra à l'enfant d'emmener, de transposer, d'inventer à partir de ce qui lui appartient dans d'autres espaces avec d'autres partenaires. Voilà, je voudrais juste aborder la notion d'écoute. Je pense qu'on en a beaucoup, j'imagine, parlé déjà hier. L'écoute chez un bébé, elle peut être très intense. Il est sensible à tous les sons et son oreille n'a pas encore appris à tout sélectionner et hiérarchiser. Il développe différents types d'écoute. Ouïr, c'est l'exercice naturel de l'oreille. Celui-ci fonctionne plus ou moins bien. Il sait se diriger vers la source sonore, cherche à localiser le son. C'est une première prise en compte de l'espace. Le son s'éloigne ou se rapproche. Il développe également une écoute-compréhension. Il s'agit de déduire un sens à partir de la matière sonore et de signes qui s'y rattachent. Le bébé, par exemple, entend un bruit de pas, puis la voix de la maman, associée à sa vision, puis sa chaleur et son odeur, et cela annonce le biberon. Il peut aussi associer une berceuse entendue à l'apaisement ou à son endormissement, et c'est-à-dire qu'alors un chant particulier sera pour lui synonyme d'un état, ou plus exactement du passage d'un état à un autre. Un autre mode de compréhension que l'on observe chez les enfants plus grands, c'est de comprendre comment le son se fabrique. Explorer un instrument passe par cette interrogation du fonctionnement de l'objet. On observe la même aptitude chez les petits qui jouent avec leur voix. L'écoute peut enfin être centrée sur le son lui-même. L'enfant s'amuse à reproduire un son indéfiniment, à le varier, souvent étonné par ses propres trouvailles. Il s'agit alors d'une écoute qu'on peut rapprocher de celle du musicien professionnel ou de tout un chacun qui se laisse attirer par une musique ou un bruit. Un paysage sonore, par exemple, bruit des vagues, chant de grenouilles, chant réverbérant des oiseaux dans une forêt. L'éveil, on l'a dit, est sensoriel. L'éveil musical est sensoriel. Le nouveau-né peut se représenter différentes formes sonores, visuelles ou tactiles, et se montre capable de transposer directement une forme d'une modalité à une autre. Je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà abordé hier. Par exemple, alors je ne sais pas si vous connaissez cette expérience, suite à la succion d'une tétine de forme ronde, les bébés ayant les yeux, enfin la vue cachée, il peut la retrouver visuellement parmi un ensemble de tétines de différentes formes. Vous comprenez le lien entre ces deux perceptions. La même capacité lui permet de transposer un motif sonore entendu en un motif kinesthésique exécuté par ses cordes vocales. Donc les manifestations sonores sont inséparables d'autres perceptions sensorielles.
Les échanges vocaux, et là on va en arriver évidemment à des exemples. L'expression vocale occupe une place prédominante dans le lien de l'enfant avec la musique. Elle est le support de toute relation et le moyen privilégié de s'exprimer. Nous avions à quelques-uns, dont la regrettée Anne Bustaret, enregistré et fait l'analyse de chants que nous avons appelés spontanés. Ces chants que les enfants en fait inventent à partir de n'importe quelle situation de jeu avec la voix seule ou avec un objet dont ils s'accompagnent. Ils gagnent à être reconnus par les adultes comme de petits trésors de jeu, mêlant paroles et musique des mots, jeu de rythme, développement de l'imaginaire. Donc je vous propose d'écouter ensemble 2 petits extraits que je commenterai éventuellement. Un premier, c'est une petite fille de 11 mois avec sa grand-mère, qui n'est autre qu'Anne Bustaret d'ailleurs. Donc on va écouter Cerise. Je sais pas. Cerise. Viens. Donne-moi une cassette et puis c'est fini. Après, tu touches plus les cassettes. Voilà. Ouais. Tu touches pas la cassette, Cerise. Cerise, on a dit non. Touche pas la cassette. Ah, Cerise, c'est des bêtises. Range les cassettes. Range. Donne à mamie. T'es là ouverte. Ah oui, t'es là ouverte. Je vois bien que t'es ouverte. Donne à mamie. Merci. Encore. Donne. Ah non, pas de celles-là. Celles qui sont par terre, donne. Non, on va pas les chercher là. Oui, donne. Non, ça suffit. Ça suffit. Bien que ça suffit. Alors là, je pense que vous avez bien entendu, cet extrait est assez long, cette imitation que l'enfant... Enfin, c'est pas de l'imitation, c'est presque plus que ça. C'est une espèce de mise en communication directe. C'est vraiment cette spécificité du son qui est dans le présent, où la petite reprend le non, et donc et donc elle est dans cette énergie-là. Et puis après, il y a ce moment où d'ailleurs l'adulte commence à imiter l'enfant. Quand elle fait notamment je vois bien, tu l'as ouverte, suite au fait que la petite fille a fait oui, et puis elle reprend la même inflexion vocale, la grand-mère, pour dire ce qu'elle a à lui dire. Donc il y a quelque chose de très musical, sans qu'on s'en rende compte. La voix est parlée, bien sûr, mais elle est effectivement déjà très ornementée, très chantée quelque part. Un autre extrait, donc là, c'est une petite fille d'un petit peu plus grande, qui a 2 ans à peu près, et qui appelle sa maman. Il y a un enfant là-bas, et en général, quand les enfants entendent des sons d'enfants, ils sont tout de suite captés. Donc cette petite fille de 2 ans appelle sa maman, et on va l'écouter, l'appeler. Martinette, pardon, j'ai pas.
Voilà. Il y avait deux solutions, hein. L'endormissement total ou le réveil soudain. Mais qu'est-ce que je faisais déjà? Voilà, donc là, on est vraiment dans l'auto-berceuse, hein, qui est vraiment impressionnante, quoi. Comment le minato devient cette espèce de petit jeu qui accompagne l'enfant et où sa maman est là, sans être là, bien sûr, mais affectivement, elle est là. Et tout ce petit jeu minenato, tinetanato, minenato, hein, on croirait dans un autre pays. Le célèbre pédiatre Donald Winnicott pensait qu'une musique, une mélodie pouvait constituer un phénomène transitionnel au même titre que d'autres supports, hein, donc olfactif, tactile, etc. Evelio Cabrejo Parra, que vous connaissez peut-être, qui est un psychanalyste et linguiste, n'hésite pas à affirmer qu'avec la voix, nous ne sommes jamais seuls. Car avec la voix, je m'exprime, mais je parle aussi à quelqu'un qui lui aussi me parle et inscrit sa voix dans ma psyché. La voix aurait ce rôle pour chaque humain et renvoie chacun à l'expérience de l'altérité. Le partage enfin. Le partage, la musique prend sens pour un jeune enfant si elle se partage dans les relations concrètes avec des personnes de son entourage immédiat, parents, frères et sœurs, famille d'accueil, éducateurs, et dans des occasions quotidiennes. Dans ses études sur la qualité des interactions mère-enfant, Daniel Stern repère chez le petit de moins d'1 an des capacités représentatives qu'il nommera émotionnelles et intersubjectives, tant elles sont reliées à la relation qu'il se construit avec ses parents. Il évoque la notion d'interchangeabilité. Il s'agit d'une harmonisation des affects entre l'adulte et le tout-petit. Partage affectif, accordage, une sorte d'improvisation où l'on ne sait plus qui mène qui. Alors, juste un petit mot avant qu'on passe à quelques extraits vidéo. Juste entre 2 et 3 ans, la psychologue Jacqueline Nadel, je ne sais pas si vous connaissez ses travaux, une psychologue qui a beaucoup travaillé sur l'imitation, a démontré que de nombreux apprentissages se font entre enfants, à travers les imitations et les interactions. Je vous recommande d'ailleurs une vidéo extraordinaire du Cérimes sur Canal U, qui s'appelle « S'imiter pour se parler ». Elle est commentée par Boris Cyrulnik, éthologue et psychanalyste, et elle démontre que les jeux d'imitation ont pour fonction essentielle la recherche et l'établissement d'un dialogue, et pas forcément d'appréhension de l'objet de l'autre uniquement. Il y a nécessité pour l'enfant d'être touché personnellement, c'est-à-dire dans une relation privilégiée avec un adulte ou un autre enfant. Il s'agit que l'adulte accompagne l'enfant dans ses découvertes et lui fasse découvrir de nouveaux univers. Donc je vais vous proposer 3 petits extraits vidéo qu'on va commenter éventuellement toutes les deux. Et on y va. Alors le premier extrait, c'est un PMI, un centre de protection maternelle infantile où nous pouvons donc retrouver ensemble maman, parfois papa, et enfants petits. Évidemment, toujours en présence des professionnels, hein, des auxiliaires de puériculture ou éducatrices, et puéricultrices aussi. Et d'ailleurs, les films que vous allez voir ont été filmés par la puéricultrice. Voilà, donc on passe le premier extrait. Je ne sais pas si on peut peut-être un peu éteindre. Non, je ne sais pas. Pour la mère Nicolas, attention mes enfants, à ne pas vous déchirer. Déchirer, c'est du vieux français, c'est quoi. Oui, moi je connaissais Sion, sion, sion du bois, à la mer, sion, sion, sion du bois, à la mère Nicolas, qui a cassé ses sabots. Confond en 1000 morceaux. Voilà les morceaux. Ah, mais c'est une variante. Et ouais, c'est chouette comme vous faites aussi. C'est vrai d'une région à l'autre. Ouais, moi je suis de Bordeaux. Mais... Ouais. On peut la refaire comme vous parce qu'elle est vraiment sympa. Attention du bois pour la mère Nicolas. Attention mes chers enfants, à ne pas vous déchirer. Elle est souple en fait. Petite expression du bois À la mère Nicolas. Attention mes chers enfants, à ne pas vous déchirer. Ouais, mais
Faites avec comme ça, c'est marrant comme ça. Ouais, c'est marrant, ils aiment Parce bien. que sinon, c'est pas drôle. Sur du bois, à la mère Nicolas. Attention, mes chers enfants, à ne pas vous déchirer. Merci. Couru, le furet du bois mécanique. Couru, le furet. Oh, il court là-bas. Il court le furet. Il repassera par là. Où ça? Non Linda. Normalement, c'est un jeu où les enfants Oui, on courent. pose un mouchoir derrière le Il court, le furet du bois mécanique. Couru, le furet du bois joli. Il repassera par là. Il dort. Tiens, regarde ça. Il court, le furet du bois mécanique. Il court, le furet du bois joli. Il est passé par ici. Il est repassera par là. Coucou, c'est caché. Merci beaucoup. Voilà ce premier extrait. Donc, situation tout à fait simple entre quelques parents et moi, en l'occurrence. Ce qui m'intéresse dans cet extrait, c'est que ça vient effectivement d'une maman. D'ailleurs, vous remarquez, je ne m'adresse pas vraiment aux enfants. C'est pas qu'ils ne m'intéressent pas, hein, mais quelque part, je pense qu'il faut éviter absolument que les enfants soient dans cette situation d'étrangeté pour eux, qu'ils soient mis un peu au devant de la scène par le parent qui veut que l'enfant écoute. Vous voyez, toutes ces questions un petit peu de légitimité aussi, de sa présence, etc. Donc, je m'adresse aux parents et c'est pour ça que parfois la proposition peut venir d'un parent. Et ce qui me semble intéressant, c'est que c'est l'autre maman qui va apprendre de cette maman. Voilà, ça ne passe pas forcément par le musicien. Et puis, ce qui me semble intéressant aussi, c'est que ce petit garçon qui était assez collé à sa maman au début, eh bien, la voyant travailler son petit instrument sur la chanson du furet, reprend l'instrument, se met lui aussi à jouer, etc. Comment cette progression permet petit à petit à l'enfant de faire des choses aussi. Hein. Mais il n'y a pas de volonté d'être plus avec les uns ou avec les autres, mais d'être dans des temps différents, de laisser la place à chacun, en fin de compte. Voilà. On va regarder un autre extrait très court d'une assistante maternelle d'origine africaine, peut-être de Guinée, je ne sais plus exactement, qui chante une chanson dans sa langue. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une assistante maternelle, donc elle est avec les deux enfants qu'elle garde. Et de voir comment les enfants s'adaptent.
Voilà, très court. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans cet extrait, c'est que cette maman, avec cet instrument, peut-être, grâce à cette situation, s'est mise à chanter une chanson de chez elle et sans forcément faire attention aux enfants. C'est-à-dire, elle chante, elle part vraiment ailleurs et elle chante pas pour les enfants. Vous voyez, ça me semble intéressant aussi, cette dimension-là, qui n'est pas de toujours faire des choses pour les enfants. Donc on peut très bien chanter une chanson autre qu'une chanson pour enfants. Enfin, vous voyez, pas toujours cette notion de faire pour. Et un dernier extrait qu'on va passer tout de suite. C'est comme ça. Ah, j'écoute là. Fais comme ça, comme ça. Vas-y, fais. Regarde. Je veux voir si tu connais. Bravo, ça fait là. Oui. Je suis mieux que moi, Ryan. Et Cathy, c'est la première fois qu'elle fait ça aussi. Je suis de Ariane, moi. Sur les C'est là quand maman fait comme ça. Toi, vas-y, fais-toi. Là, tu fais. Voilà. Sur les mains, sur les cuisses et les mains. Et Lona, vas-y, regarde comme t'as fait. Bien, tu le fais, Lona. Ah, et là C'est comme ça maintenant. un chat. J'ai un chat. Qui s'appelle Sacha. Eh oui, c'est un drôle de chat. Qui s'appelle Sacha. Il s'appelle un chat. C'est un drôle de chat. J'ai un chat qui s'appelle Sacha. Ça. Qui mange des rats. Des rats. Des rats. On commence pas le R. Ça tombe bien. Qui mange des rats. Et des petits pois. Et des petits pois. J'ai un chat qui Inès et s'appelle Lona. Sacha. Qui mange des rats. Et des petits pois. C'est pas grave, Inès. Oui, la dame. J'ai un chat qui s'appelle Sacha, qui mange des rats. Attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. C'est qu'elle joue avec. J'ai un chat qui s'appelle Sacha, qui mange des rats et des petits pois. J'ai un chat qui s'appelle Sacha, qui mange des rats et des petits pois. À toi. Vas-y, Rani. À toi, à toi. Et nous on chante. Allez, 1, 2. J'ai un chat qui s'appelle Sacha, qui mange des rats On n'est pas mieux. et des Petits pois. Oui, on peut remettre la lumière. Voilà donc cet troisième extrait. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Je sais pas, on va parler toutes les deux. Justement de ces possibilités-là multiples en fin de compte avec les enfants et les parents. Moi, ce qui me semble intéressant là, c'est cette maman, par exemple, qui dit il ne sait pas dire le re. Hein, tout de suite,
Je dis, bah ouais, c'est justement l'occasion, hein, le rat, hein, ces sons-là qui sont parfois difficiles pour les enfants. Et puis cette espèce de communauté de regard, en fin de compte, tous les enfants, les adultes sont là dans le même temps, un temps musical donné, et puis chacun intervient de temps en temps. Parfois c'est la maman qui répond, parfois c'est l'enfant. Il y a cette espèce de regard un peu partagé, oui. Il y a les professionnels et qui sont là aussi, et il y a la petite fille de 18 mois qui est dans un coin et qui attrape les choses au vol, hein. Et ça, tout ça, c'est intéressant, je trouve. Et la vidéo, pour ça, est vraiment un outil extraordinaire pour pouvoir réfléchir aussi après avec les équipes. Donc, nous allons parler justement de ce que veut dire un atelier musical au sein de la crèche, régulier, avec une musicienne intervenante, et comment chacun y trouve son compte, les enfants, les professionnels, les parents qui sont invités à ce moment-là. Est-ce que tu veux réagir déjà à ces images ou tu présentes plutôt ton projet ? Je vais vous présenter plutôt le projet qu'on porte au sein du multi-accueil. Le multi-accueil est rattaché aujourd'hui à une MJC et à un centre social et culturel. Donc on a cette chance de travailler régulièrement en partenariat avec, tout le temps en fin de compte, avec la MJC et le centre social. Et donc Cadence travaille avec la MJC de Bolvillers. Et donc cette année, ils nous ont sollicité pour porter une résidence au sein du multi-accueil, donc une résidence musicale. Donc on a beaucoup travaillé ensemble en amont, où on s'est rencontrés, on a parlé du projet autour de la résidence. Qu'est-ce que c'était une résidence ? Parce que moi, en tant qu'infirmière, je ne sais pas ce que c'est une résidence musicale. Donc il a fallu que j'apprenne. Que je me mette à la page, même si ça fait 12 ans que des intervenants interviennent dans les différentes structures dans lesquelles j'ai pu travailler. Mais une résidence, c'est autre chose. Donc on a passé des entretiens ensemble de différents candidats pour choisir notre intervenant. Donc ça, c'était aussi une toute première pour moi. Voilà. Il a fallu le feeling et trouver la bonne personne pour notre projet pédagogique, éducatif, puisque elle fait le lien avec tout ce qu'on porte au sein de l'établissement. Et on a Marie Taglan qui est arrivée chez nous au mois d'octobre. C'est une musicienne qui était une ancienne auxiliaire de puériculture avant, donc il y a aussi cette fibre au niveau de la petite enfance, avec qui j'ai tout de suite accroché et mon équipe a tout de suite accroché. Donc Marie intervient tous les mardis, 3 fois par mois, tous les mardis matin au sein de la structure. Elle passe dans les différentes sections à chaque fois à hauteur d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Elle adapte son temps et elle fait de l'accordéon. Donc elle lance les premiers sons de l'accordéon dans les couloirs de la crèche et les enfants sont derrière les portes et attendent Marie avec impatience. Et nous aussi, parce que c'est un moment pour nous vraiment c'est une bulle où on se met en pause au sein de la structure, on sort de notre quotidien et on se laisse porter par les sons, par les vibrations, par Marie, parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui, mais Marie est extraordinaire. Donc elle arrive dans les sections, elle permet aux enfants une liberté à travers ces sons, où elle n'impose rien, ni à l'équipe, ni aux enfants. Elle laisse porter la musique, elle écoute beaucoup les enfants et en fonction des sons, donc chez les tout petits, les areux comme on dit, elle se base de ces areux pour lancer une mélodie et puis elle crée ses chansons au fur et à mesure, donc il n'y a rien d'imposé. Quand elle passe chez les moyens, on passe chez des petites comptines plutôt où ils sont vraiment dans le gestuel, dans le développement moteur. Donc c'est besoin des comptines, les marionnettes, petits poissons dans l'eau, ce genre de chansons. Et elle permet toujours à l'enfant de toucher son instrument. Donc les enfants ont le droit de toucher l'accordéon, de le manipuler, toujours en mettant un cadre, bien évidemment bienveillant, autour des enfants. Et après, chez les plus grands, c'est des ateliers partagés où on chante, on danse, on rit, on saute. Voilà, la liberté à tous. Les professionnels se laissent porter complètement. Elles emmènent les enfants, elles partagent vraiment ce moment avec elles, où ce n'est pas elles qui animent une séance, mais elles se laissent porter par l'intervenante musicale et ça permet vraiment une pause.
dans le quotidien pour celles qui travaillent en structure, qui est toujours très rythmée. Voilà, donc ça permet cette pause-là. Et donc elle revient tous les mardis soirs de 17h à 18h proposer des ateliers de bulles d'éveil parents-enfants. Donc on a créé ces ateliers en relation avec Cadence. Donc chaque section, on propose une fois par mois des ateliers pour chaque session avec les parents. On a entre 6 et 7 parents à chaque fois présents à ces ateliers d'éveil musical, hors présence de l'équipe du multi-accueil. Donc c'est vraiment un temps de pause pour les parents aujourd'hui qui nous remercient grandement de leur permettre de leur accorder un moment avec leur enfant au sein du milieu collectif, parce que c'est vrai qu'avec les 2 années qu'on vient de subir avec le Covid, nous les familles ne rentrent toujours pas dans la structure, donc ils déposent leur enfant au pas de la porte et ils ne savent pas ce qui s'y passe à l'intérieur, sauf ce qu'on leur partage ou on leur dit. Et donc Marie les accueille le soir et leur permet libre expression aux parents. Donc les parents se permettent des choses, osent moins, sont dans le mimétisme de l'autre parent parce qu'au fur et à mesure de revenir, du coup on se laisse porter aussi par la musique. Il y a aussi des relations, tu dis, parce que vous avez fait un petit questionnaire très intéressant auprès des parents suite à ces séances et auprès des professionnels pour savoir ce qu'ils retiraient de ces ateliers. Et effectivement, cette notion de bulle qui revient, cette notion aussi de voir l'enfant autrement, en fait, de découvrir aussi entre parents. Voilà. Je trouve que c'est intéressant, toutes ces interrelations qui se font. Ils découvrent leur enfant au milieu du collectif, qu'ils ne connaissent pas en fin de compte. Ils le découvrent souvent, « Ah, mais j'aurais jamais cru qu'il faisait ça » ou qu'il était capable de faire ça. Donc c'est toujours c'est enrichissant pour le parent. Ça leur permet aussi d'apprendre ce qu'on peut faire avec leur enfant, parce que des fois ils n'osent pas. Donc ça leur permet après, plus tard, de reproduire à la maison. C'est ça. De se permettre de mettre de la musique avec leur enfant, parce que des fois, et tout type de musique en fin de compte. Et entre eux, de créer ce lien et ce partage qu'on a peut-être perdu un petit peu pendant 2 ans. Et question sanitaire. C'était le moment ou jamais. C'était le moment ou jamais. Et aujourd'hui, les parents sont en demande de maintenir ces ateliers de bulles d'éveil. Donc on propose la musique, on propose également donc chez nous au sein du multi-accueil des ateliers de conte, des ateliers d'éveil à la danse et d'éveil à la motricité libre avec à chaque fois des professeurs de la MJC avec qui on travaille en partenariat. Et on propose également des massages bébés. Donc ça se fait un petit peu en individuel avec les parents. Mais tous ces moments d'éveil, en fin de compte, qui touchent tous les sens, sont une source hyper intéressante pour nous, enrichissante pour les enfants, plus, et pour les parents encore plus. Voilà, pour l'expérience au niveau du multi-accueil. Et je tenais juste à dire par rapport à Cadence, donc c'est vrai que c'est par rapport à cette résidence, c'est pas quelque chose qu'on met en place comme ça. Ça se travaille en amont. C'est des temps d'échange, à chaque fois avec l'intervenante quand elle est intervenue tous les mardis. Ça, c'est important. Voilà. D'abord un temps d'échange avec la professionnelle qui a accompagné le groupe d'enfants pour voir le ressenti de l'une et de l'autre. Et systématiquement avec nous, l'équipe de direction, pour voir si on peut améliorer certaines choses, s'il y a du matériel à remettre en place. Oui. Si on a des choses à faire. Et donc on est en train de créer ensemble un spectacle qui aura lieu donc le 2 juillet. Enfin c'est surtout Marie qui le monte, mais en relation avec nous, qui s'appelle Dessine-moi une chanson. Donc elle a pris tout ce qu'elle avait à apprendre des enfants, des petits mots, comme ferait monsieur là-bas, qui nous restituera le tout. Qui nous écoute. Donc des petits mots, et elle va remettre tout ça en dessin et en chanson avec une plasticienne. Et donc le 2 juillet, on aura une grande fête de fin de résidence qui permettra aussi de clôturer ces temps de partage, tant avec les enfants et avec les parents. Donc toute la crèche sera invitée, mais également les familles qui ont fréquenté les services de PMI, puisqu'elle intervient en plus dans les services de PMI qui sont raccrochés à la crèche. Et donc il y aura tout cet échange avec ce partenariat. Et
je suis très triste que ça s'arrête. Et voilà, je souhaite que d'autres structures puissent porter ce type de projet parce que ça fait du bien au quotidien. Il faudrait qu'il y ait plus de musiciens partout, c'est sûr. C'est ça. Et en même temps, il y a aussi, qu'est-ce que ça peut apporter dans la durée et aux équipes, dans le quotidien avec les enfants. Tu as parlé vraiment de l'aspect continuité, et ça me semble vraiment fondamental pour les petits, de retrouver des chants, toutes les idées aussi que ça peut donner aux parents, et peut-être ces liens qui peuvent se faire entre la famille. Qu'est-ce qui se passe, quelle chanson l'enfant aime, et qu'on peut retrouver à la crèche. Enfin, cette idée du décloisonnement, en fin de compte, et de s'autoriser aussi pour les parents à apporter quelque chose à la crèche, à s'inscrire même dans un temps collectif, pas forcément qu'avec son enfant. Donc c'est vraiment cette notion de partage qu'on a essayé de vous montrer. Alors je ne sais pas si tu veux... Je t'en prie. Juste par rapport à la continuité, c'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants demandent quand est-ce que Marie vient, parce que comme ils n'ont pas ce repère dans la semaine, elle vient quand Marie. Et même pour nous, les parents... Vraiment, c'est souvent les mêmes parents qui reviennent, mais ils reviennent tous les mois. Et ça prouve que ça apporte quelque chose. Et c'est extraordinaire de revoir ces parents qui attendent ce moment, en fin de compte, où dans leur quotidien, ils font une pause eux-mêmes pour s'accorder cette bulle de respiration, moi j'appelle ça, avec leur propre enfant, parce qu'on en a tous besoin. Moi, je suis maman aussi, et c'est vrai que ça fait un bien fou dans le quotidien. Voilà, je voulais évoquer un petit peu avec vous des projets plus spécifiques de collectage. Bon, alors vous me direz, on n'est plus dans le partage avec les enfants. Ben si, quand même, on est dans le partage dans la mesure où ce sont des projets donc, qui se font dans différents endroits, crèches départementales, parfois de Seine-Saint-Denis, parfois des bibliothèques, et puis les écoles aussi, en Seine-Saint-Denis particulièrement, et à Nantes aussi. Et donc ce sont des projets, notamment dans les écoles maternelles, où on invite les parents à apporter une chanson de leur enfance et de l'offrir à leur enfant. Donc il y a cette idée vraiment de la transmission, là, précisément, de quelque chose qui a du sens pour eux et qu'ils ont envie de transmettre, sachant qu'ils vont être enregistrés, donc il y a quand même ce côté un petit peu impressionnant, mais en même temps, on le fait dans un esprit plus collectif, puisque ça va servir à la vie dans la classe, puisqu'on parle de classe, la vie quotidienne des enfants au sein de l'école et tout au long de l'année. Donc il y a cette idée, si vous voulez, que l'enregistrement peut être un outil aussi justement sur cette continuité, sur comment les enfants d'ailleurs s'approprient certaines chansons sans même qu'on leur apprenne. Hein. Je pense notamment à une chanson en turc que j'avais collectée comme ça il y a pas mal d'années. C'était Mini Birkush, je ne sais pas si certaines connaissent en turc, ou certains connaissent. C'est une chanson qu'une maman a apportée et son fils la connaissait très bien. Donc ils l'ont chantée ensemble, on l'a enregistrée, mais en plus l'enfant l'a transmis à ses camarades. Hein, c'est-à-dire qu'il leur a appris cette chanson. Donc toute la classe la connaissait. Et comme les enfants chantent aussi, comme je disais tout à l'heure, dans d'autres lieux que la classe, heureusement, hein, en cours de récréation, ça se transmettait. Et à la fin de l'année, c'était devenu l'hymne de l'école. Toute l'école connaissait cette chanson. Donc c'est un exemple, si vous voulez. C'est pas le problème de faire ça partout, mais c'est de montrer que ça a du sens. Voilà. Une chanson apportée par un parent à l'école ou dans une structure d'accueil, c'est vraiment cette dimension affective, cette dimension de reconnaissance évidemment par les enfants des voix qui leur sont familières. Et j'aimerais juste vous passer peut-être un extrait sonore, on n'aura peut-être pas le temps de voir vraiment les images, mais un extrait sonore où toute une famille est venue en fait. Donc il y avait le père, le grand-père, les deux grands-mères, mais qui, elles, n'ont pas chanté, elles ont dit non, ils avaient préparé. Il y avait le grand frère et la petite sœur. Voilà. Et donc, c'est pas systématique, évidemment, que les gens apportent quelque chose de déjà tout fait. Hein. Le rôle du musicien, c'est justement d'aider à retrouver cette mémoire, souvent perdue. Hein. C'est donc parfois beaucoup de temps
ou le téléphone pour appeler la mamie, etc. Donc il y a vraiment cette notion de rechercher quelque chose qui a du sens. Donc on va écouter ce petit extrait parce qu'il est vraiment, je trouve, intéressant à plein de niveaux. Ah, donc ça s'appelle Mon petit agneau. C'est une chanson qui s'appelle Mon petit agneau en français. Mon petit agneau, mon petit agneau, pourquoi bêles-tu dans l'étable? As-tu du bobo à la patte ou au museau, mon pauvre petit agneau? Je n'ai pas bobo à la patte ou au museau. Je m'ennuie de mon papa, de ma maman, de mon petit frère. Je m'ennuie de mes parents. Je dis bête tout en pleurant. Ah, on pourrait presque les applaudir, hein. Et ben, bon, ça c'est en une fois. On n'a pas fait 2 enregistrements, c'était une fois, c'était plié, c'était extraordinairement précis, incarné. Et il y avait cette... vous les imaginez, le grand-père, le grand-père, le père, les 2 grands-mères qui écoutaient. Enfin, moi, voilà, c'est des moments, je trouve, tellement magnifiques que je garde en mémoire et puis qui me font du bien. Voilà, ça fait du bien à tout le monde. Et sachez que cette chanson, donc évidemment, a été reprise, pas reprise telle qu'elle, écoutée dans les classes. Et donc tout le monde en profite. Voilà, c'est vraiment cette qualité musicale que je recherche. Et puis aussi vous dire que le grand-père, en discutant avec lui, il s'est rappelé Lustu cru. Entendez-vous dans la plaine ce bruit venant jusqu'à nous? Vous connaissez ça? On dirait un bruit de chêne se traînant sur les cailloux. C'est le grand Lustu cru qui passe, qui repasse et s'en ira, emportant dans sa besace tous les petits gars qui ne dorment pas. Voilà, l'ambiance berceuse qui adore les enfants, que les enfants adorent. Voilà. Les adultes pensent que c'est peut-être pas bien, mais les enfants adorent. Et ils adorent tant et si bien que 15 jours plus tard, j'ai retrouvé la maîtresse, la professeure des écoles, on dit, qui m'a dit tous les jours, les enfants veulent écouter la chanson du grand-père de. Vous voyez? Et voilà. Donc moi, je trouve ça, pour ça que je fais ces projets. Hein. C'est que ça a du sens pour les enfants. C'est pas n'importe quelle chanson. Ça peut les ouvrir à des esthétiques différentes, des chansons anciennes, traditionnelles souvent, mais surtout dans d'autres langues. Donc parfois il y a des chants, alors ce sont des projets qui se font dans des REP+, hein, là où il y a évidemment beaucoup de cultures différentes, mais aussi beaucoup de besoins, beaucoup de gens qui n'osent pas chanter, qui n'osent pas transmettre leur culture. Et donc il y a cette valorisation des parents, mais c'est aussi intéresser les parents à la vie de leur enfant à l'école. Et c'est pour ça qu'on fait ces projets. Voilà, nous sommes des militants en fait de longue date, avec cette idée que la culture, si on veut qu'elle appartienne à tout le monde, il faut trouver des choses, des moyens de faire, et puis mettre en valeur tous ces répertoires qui sont tellement riches, tellement variés, qui vont des comptines aux berceuses, aux chants de travail, aux chants d'amour. Il y a un répertoire extrêmement varié. Est-ce qu'on peut peut-être faire un débat? Ben ouais, parce que... Alors un débat. Donc sur quoi vous voudriez peut-être nous interroger, l'une et l'autre? Qu'est-ce que... Moi je peux continuer sinon... Oui. Vous avez Allô? Bonjour, je voulais vous poser une question au niveau du suivi
donc de l'intervention de Marie Taglan. Vous avez beaucoup parlé des retours des parents, mais qu'est-ce qu'il en est du suivi avec les professionnels? Est-ce qu'il y a des retours? Est-ce que dans la pratique, ça les influence, ça leur donne des idées pour faire autrement quand elles chantent et qu'elles pratiquent avec les enfants? Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place par rapport à ça? Alors, j'ai la chance d'avoir dans mon équipe des musiciennes. J'ai des professionnels qui jouent de la flûte, de la guitare et du ukulélé. Donc elles reprennent très régulièrement les chansons que Marie chante à la demande des enfants, en fin de compte les chansons connues on va dire. Donc la musique a toujours fait partie du multi-accueil, ça fait 12 ans que le multi-accueil est là, ça fait 12 ans qu'on fait venir des intervenants musiciens, c'est la première fois qu'on a une résidence. Alors, on fait toujours un débrief avec j'ai de la chance d'avoir 3 éducatrices de jeunes enfants, une par groupe. Donc, on fait des réunions toutes les semaines où on fait souvent le bilan de cette résidence, où on parle de comment on peut faire évoluer les choses. Il y a souvent des retours aussi de l'équipe qui disent voilà, aujourd'hui, ça a été plus difficile avec certains enfants. Donc, on cherche à savoir... Est-ce que c'était l'environnement qui était plus compliqué? Enfin voilà, on essaye vraiment de garder cette continuité de ce projet de Dessine-moi une chanson, en fin de compte, puisqu'on a mis, on l'a mis en lien avec notre projet pédagogique aussi. Donc voilà, ça fait une continuité sur toute l'année. On travaille sur les couleurs, sur le temps. Notre projet pédagogique, c'est de prendre le temps avec l'enfant sous toutes ses formes. Et donc, on a décidé de travailler autour des couleurs et du temps. Voilà, donc en fin de compte, ça fait vraiment le lien entre l'intervenante musicale et ce que nous, on vit tous les jours au quotidien dans la structure. Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez comme réponse, mais... Si. Une autre question, sinon moi je peux aussi parler de la continuité de l'intervention d'un musicien pour un collectage en termes de reprise par les professionnels, puisque ce sont des partenariats vraiment. C'est que les enseignants, par exemple, font le livret sur lequel se retrouvent les paroles de toutes les langues et les traductions données par les parents, ce qui n'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de langues non écrites ou dont les parents ne connaissent pas l'écriture. Donc ça demande aussi là un travail du côté des parents. Et les enseignants travaillent sur la mise en forme, la mise en page de ce livret avec évidemment des illustrations qui peuvent être en rapport avec les chants. Et donc ça donne parfois des livrets absolument extraordinaires qui sont évidemment livres CD offerts à la fin de l'année à chaque enfant. Voilà. Donc c'est vrai que cette notion, ce qui me semble vraiment fondamental, c'est l'impact de ces... même si, à mon sens, moi, le projet, il a sa valeur déjà en tant que tel, tout au long d'une année, avec les enfants et les enseignants. Mais il y a aussi ce qui va venir après, grâce à l'enregistrement et la trace écrite, donc cette dimension aussi pluridisciplinaire, qui intéresse évidemment beaucoup les enseignants, qui travaillent déjà là-dessus, et qui permet là aussi un travail sur la durée pour l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant va pouvoir partager ça avec sa famille. Parfois, ça part dans d'autres pays. Et, je pense à, comme ça, un papa kabyle qui a dit oui, je l'ai emmené, toute la famille l'a écouté et ils n'en revenaient pas qu'on faisait ça en France. Voilà. Ça fait plaisir aussi, cette notion de partage au-delà même des frontières. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. Est-ce qu'il y a encore une question? On va prendre encore une question. Tu peux te présenter aussi. J'avais une question, parce que vous racontez que vous avez des intervenants depuis longtemps, et là vous avez parlé d'une résidence, et donc j'avais envie de savoir pour vous quelle avait été la différence entre ce projet-là, que vous nommez résidence, et d'autres projets avec les intervenants.
qu'est-ce qui a fait la différence en fait pour vous? Alors, l'intervenante qui intervient depuis 10 ans au sein de la structure, elle était déjà là, donc moi je suis arrivée il y a 2 ans, j'ai continué à travailler avec elle. L'intervenante qui est là depuis 10 ans intervient qu'une fois par mois. La différence avec la résidence, c'est que c'est beaucoup plus présent au sein de l'établissement, puisque c'est 3 fois par mois. Donc ça rythme vraiment le mois de la crèche en fin de compte. Et il y a tout ce travail énorme de partenariat qu'on a fait avec Faustine. Enfin voilà, c'est des temps vraiment différents encore, où on a eu beaucoup d'échanges, où on a travaillé, je dirais que c'est un travail différent. Après, la résidence va s'arrêter, mais je garde Marie l'année prochaine. Pardon ? En tant qu'intervenante. Voilà, en tant qu'intervenante, où voilà, on a vraiment créé un lien fort avec elle, et elle apporte tellement quelque chose de fantastique à tous les niveaux et auprès de toutes les personnes présentes dans la structure, que j'avais pas du tout envie que ça s'arrête. Et donc voilà, on a réfléchi. Alors ça ne sera pas à la hauteur de 3 fois par semaine, parce que voilà, c'est aussi des coûts qui sont onéreux pour les structures. Il faut pas se le cacher. Mais on va faire des appels à projets pour essayer de nous aider à financer aussi ces interventions-là. Par le alors chez nous, dans le Haut-Rhin, on a le réseau Parents 68, par la CAF, qui nous permet de financer toutes les actions de parentalité au sein des structures. Et donc, voilà, j'ai lancé un appel à projet au REAP, justement pour me permettre de financer une partie de cette intervention, parce que pour moi, c'est important, une fois qu'on a trouvé une perle, de la garder. Alors, faudra me donner vos coordonnées, et puis je lui transmettrai sans problème. Mais c'est vrai qu'elle a amené, moi j'ai connu plein d'intervenants, elle a amené l'accordéon. Et c'est quand même un instrument très imposant, mais tellement magique. Voilà. Je pense qu'on peut vous applaudir.